Camille, si je te disais que les femmes étaient les pionnières de la tech, t'en resterais probablement baba, hein? Baba oui, parce qu'aujourd'hui, c'est un secteur dans lequel elles sont sous-représentées. Elles constituent seulement 16% des effectifs, selon Urban Linker. Et ça nous semble avoir toujours été le cas. Pourtant, en y regardant de plus près, d'après le site de la Wise Code School, cette tendance allait dans le sens inverse au XXe siècle, à l'heure des balbutiements puis au début de l'informatique. L'essentiel de la programmation était alors effectué par des femmes. Elles ont joué un rôle important dans la création des outils informatiques que l'on connaît aujourd'hui. Alors, bon nombre d'entre elles ont travaillé dans l'ombre, mais quand même, la moitié des effectifs dans le domaine du numérique étaient des femmes dans les années 50. Bon, actuellement, il y a toujours des figures féminines inspirantes dans la tech, comme par exemple l'ingénieure et mathématicienne Anne-Marie Imafeiden, élue la femme la plus influente dans la tech au Royaume-Uni en 2022. Ou encore l'entrepreneuse Tux Bullitt, la fondatrice de StreetBees, la première plateforme d'intelligence humaine au monde. Ou encore la computer scientist et youtubeuse Stéphanie. Elle partage ses découvertes, ses prototypes sur ses comptes YouTube et Instagram. Il y en a bien d'autres dont nous allons parler avec notre invitée, Marina Andrieux, cofondatrice de WIDE, Women in Digital Empowerment. Alors Anne-Claire, tu as raison, mais ces quelques noms ne suffisent pas à combler l'écart actuel entre les hommes et les femmes dans la tech. En effet, à partir des années 90, l'informatique devient un peu un enjeu stratégique pour les entreprises et on assiste alors à la masculinisation du secteur. Cela va s'accompagner de discrimination, puis de facto d'une désertification par les femmes de la tech. En 2019, seulement 28% des diplômés en informatique et dans le numérique sont des femmes. Aujourd'hui, elles restent très minoritaires dans les équipes dédiées au sein des entreprises. Mais heureusement, notre invitée est optimiste. Après s'être lancée dans le coding, elle s'est associée à Marie-Adélaïde Leclerc-Olagaret et elles ont fondé WIDE qui organise des workshops de coding pour les femmes, mais aussi pour les plus jeunes, pour les sensibiliser au métier de la tech, avec comme objectif d'amener plus de femmes vers l'IT. Elle confirme ce que diverses études prouvent, c'est que la tendance est en train de s'inverser, lentement mais sûrement, parce qu'il est désormais admis que lorsque des entreprises et des équipes comptent des femmes parmi elles, elles sont plus performantes, plus innovantes et voire ont des meilleurs résultats financiers. Allez hop, un bon petit coup de projecteur positif sur les femmes dans le monde de l'IT. Bonjour les Acamiens. Bonjour les Acamiennes. Aujourd'hui, nous accueillons Marina. Bonjour Marina. Bonjour. Bonjour Marina. Alors Marina, qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire te concernant ? Tout d'abord, merci pour l'invitation, ça me fait très plaisir. C'est réciproque. Je suis Marina Andrieux, je suis la fondatrice de WIDE, cofondatrice de WIDE. Nous sommes une organisation spécialisée sur les thématiques de l'égalité femmes-hommes, des compétences numériques et de l'entrepreneuriat. Et depuis un an maintenant, société d'impact sociétal agréée au Luxembourg. C'est la classe. ça pose sa société. Là. C'est ça. Nous sommes très fiers. Vous pouvez l'être. Et quelle mouche t'a piqué pour créer justement cette fameuse société WIDE ? Alors WIDE, c'est une aventure qui a démarré il y a presque 10 ans maintenant. Alors il y a eu plusieurs facteurs. En fait, j'étais à un moment dans ma vie où j'avais envie de créer une entreprise, tout simplement. Je travaille dans les ressources humaines, le recrutement, et je ne savais pas vraiment quoi faire pour créer cette activité. Donc, je suis passée par une phase de recherche plus ou moins longue. Et en fait, je me suis rendu compte que pour créer une société réellement innovante ou une start-up, il fallait des compétences. Et ces compétences, je ne les avais pas, notamment sur le développement informatique, le coding. Alors j'ai cherché à prendre des cours de coding en ligne. C'était très sympa au début, mais ensuite on réalise qu'on est rapidement seul. Donc j'ai cherché à rejoindre des groupes et à l'époque ça se passait beaucoup sur Twitter et j'ai vu qu'il y avait des groupes de femmes qui apprenaient à programmer, notamment aux États-Unis.
que ça n'existait pas au Luxembourg. Et alors je me suis dit, pourquoi pas le faire ici. Donc j'ai commencé à travailler sur cette idée. Et puis en parallèle, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai rencontré la cofondatrice de White, qui est Marie-Adélaïde Leclerc-Lagaray, qui avait une idée un peu similaire, mais pour organiser des événements autour de la mixité dans la tech. Voilà, on s'est rencontrés, on a pris un café, on a décidé de continuer ensemble. Et donc, ça c'était vraiment important de trouver la bonne personne avec qui s'associer. Et souvent pas de hasard dans les rencontres. Voilà, ça se fait très vite en fait. Oui, nous confirmons. On sait assez rapidement. Voilà, donc au départ c'était vraiment un engagement bénévole. Ça a duré quelques années. Et puis ensuite on avait vraiment eu beaucoup de demandes. Alors on a décidé de professionnaliser et j'ai eu une petite fille. Voilà, et à l'issue de mon congé parental et maternité, j'ai décidé de me lancer à plein temps, peut-être plus, dans ce qui est aujourd'hui Wide. Est-ce que tu peux nous raconter, maintenant que tu nous as posé les fondations de Wide, comment et pourquoi est-ce que vous avez décidé de passer d'une structure qui était ASBL, il me semble au départ, à justement cette société d'impact sociétal. 6, voilà. Donc, paraît-il, certaines personnes ne savent pas ce que ça veut dire à la Chambre de commerce de Luxembourg, donc on lance un appel, s'il vous plaît, on entra. Formez-vous. Je pense que c'était une demande de leur part justement parce qu'on beaucoup d'ASBL avaient ces problématiques et la Chambre de commerce n'était pas en mesure de les aider. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de demandes de partenaires, notamment d'entreprises, de sociétés, qui voulaient faire des choses avec nous, mais pas en mode associatif. En fait, ils voulaient faire du business pour plein de raisons. Donc, on avait initié pas mal de collaborations et d'idées avec le secteur privé. Et on s'est rendu compte que ça marchait pas aussi bien qu'on le souhaitait, parce que les entreprises veulent travailler avec d'autres entreprises. Tout simplement, donc c'était vraiment apporter une réponse à de nombreuses sollicitations qu'on a reçues toutes ces années, et pour lesquelles on avait l'expertise, certes, mais on n'avait pas la capacité de délivrer des services. Ça, c'est la première chose. Et puis, après quasiment 10 ans d'existence, il faut toujours innover, il faut toujours proposer des nouvelles solutions. Et ça faisait partie de notre trajectoire. Et on avait aussi très envie d'avoir une vraie entreprise, au sens d'une vraie aventure entrepreneuriale, parce que une de nos missions, c'est d'encourager les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc on se disait, il faut qu'on le fasse nous pour vraiment être crédible. Donc ça, c'est aussi, en tout cas à titre personnel, une grande motivation. Ah, c'est intéressant. Et est-ce que le gap entre les deux a été compliqué à franchir ? Je veux dire, techniquement, ou est-ce que du coup, maintenant, tu as vraiment l'impression qu'effectivement, tu es plus chef d'entreprise que tu n'étais avec la SBL ? C'est intéressant quand même, parce qu'énergétiquement, c'est pas la même chose. Ah oui, alors ça, c'est vrai que c'est un bon point, parce que souvent, les personnes me disaient, mais Marina, tu es une entrepreneuse sociale déjà ? Et je dis, mais non, parce que je suis en fait directrice de la SBL, et j'arrivais pas à m'assumer en tant qu'entrepreneuse. On peut dire comme on veut. Et donc pour moi, ça a été quand même une sorte de libération quelque part d'enfin avoir accès à ce statut et dire on est une société. Après, il y a une loi qui a été créée sur les 6, qui date de 2016. Elle n'existait pas quand nous on a lancé nos activités. Et ça a pris son temps parce que on a quand même cheminé pendant 18 mois, 2 ans, on y va pas, et puis à un moment, on s'est dit, on était sûr de le faire, et on a lancé les démarches. Et ça se met encore en place, on est encore en phase de transition, c'est clair, mais je pense que pour nous, c'était la bonne décision, et clairement, ça nous ouvre des portes, et on peut envisager un développement de l'activité qui n'était pas du tout possible par le passé. Alors Marina, en quoi est-ce que pour toi la mixité est indispensable dans la tech ? Alors c'est un grand sujet effectivement pour WIDE, et on est très connu pour notre engagement pour les filles et les femmes dans le secteur des nouvelles technologies. Alors la tech, justement, c'est un secteur extrêmement masculin. Si vous regardez une équipe IT dans une entreprise lambda, vous verrez deux femmes, une femme peut-être dans une équipe de 20, 30 personnes. C'est souvent les statistiques ou les ratios qu'on peut observer dans les entreprises au Luxembourg et ailleurs
en Europe, ça pose de nombreux problèmes. Déjà, on sait que les métiers de la tech recrutent et payent très bien. Donc si les femmes ne sont pas dans ce secteur, elles n'accèdent pas à des opportunités qui sont quand même super intéressantes. Deuxièmement, aujourd'hui, les entreprises, aujourd'hui ça fait quand même déjà un moment, ont du mal à trouver des talents tech. Et on sait que s'il y avait plus de femmes qui étaient formées à ces métiers, clairement ça serait une solution à ce talent gap, cette pénurie de talents. Et troisièmement, aujourd'hui, il faut savoir qu'on vit tous les jours avec des nouvelles technologies, des outils. Il y en a quelques-uns dans la salle. Tout a été créé par des hommes. Donc ça pose question, est-ce que notre futur, qui va être de plus en plus influencé par les nouvelles technologies et les innovations, c'est déjà le cas aujourd'hui. Et si vous regardez les 10 apps le plus utilisées dans le monde, et certainement celles que vous utilisez tous les jours, elles ont toutes été créées par des hommes. Donc ça, c'est une question aussi sur le côté design, parce que si on va encore plus loin, on parle de plus en plus d'intelligence artificielle, et on sait que les biais créés par les AI sont amplifiés en fait. Donc si c'est que des hommes qui nourrissent ces algorithmes avec leurs propres biais, je laisse imaginer les conséquences. Ça me rappelle une chose, j'avais entendu dire que si les femmes avaient été celles qui avaient conçu les cartes routières à l'époque, elles n'auraient pas du tout le même design justement. Et qu'on n'a pas du tout les mêmes façons d'être câblés pour se repérer quelque part dans l'espace et dans le temps. Et que parce que ce sont des hommes qui les ont faites en grande partie, on se retrouve avec des choses où souvent on dit c'était un mythe de quand j'étais jeune, maman, tu sais pas lire la carte, donne-la à papa. Alors qu'en réalité, c'est pas ça, on parle de biais, regarde ce que tu es en train de nous dire, c'est vraiment, c'est rigolo de se dire il y a beaucoup de produits qui sont conçus par les hommes pour les femmes, par exemple les collants. J'ai déjà assisté à une conférence, quelqu'un me disait, je travaillais dans une usine de collants, il y avait 12 hommes qui se réunissaient pour discuter de la texture des collants. Voilà. Parce qu'en fait, c'est à eux que ça fait plaisir et nous, on les porte parce qu'on nous a dit qu'il fallait le faire, c'est ça. Plein d'exemples dans la technologie et dans plein d'autres produits sont concernés. Alors Marina, comment est-ce qu'on peut modifier la donne actuelle, même si tu n'as peut-être pas toutes les baguettes magiques entre les mains, j'imagine que tu as quelques pistes à nous suggérer, à proposer? Oui, effectivement, nous, ça fait 9 ans qu'on est sur le terrain et on a essayé de faire beaucoup de choses. Déjà, je dois dire qu'on voit une différence parce que quand on a commencé, on nous a dit « Ah, c'est très bien ce que vous faites pour les femmes dans la technologie, le coding, etc. » Mais finalement, ça concerne tout le monde. Je vois que ces dernières années, ça a quand même changé. Il y a vraiment une prise de conscience, notamment dans les entreprises, qu'effectivement, il y a un problème de sous-représentation des femmes, notamment dans les équipes, et qu'il est temps que ça change. Donc ça, c'est déjà un pas de franchi. Le sujet est aussi très médiatisé. On en parle beaucoup. Il y a des documentaires, des articles, etc. Donc c'est bien pour communiquer davantage. Et je pense que c'est une thématique qui est de plus en plus visible et qui est même parfois un peu trop à la mode, qui est peut être aussi un problème. Alors nous, en fait, ce qu'on constate, c'est que les raisons sont liées souvent à l'éducation. Donc si on veut vraiment agir et changer les choses sur le long terme, il faut miser sur l'école et même avant l'école, parce que les stéréotypes la poupée pour la fille, la petite voiture pour le garçon. On voit dans les jouets qu'on donne aux tout petits, dans les crèches même. Donc il y a un long chemin à faire, parce que quand on arrive en entreprise, j'ai envie de dire, tout est déjà fait, on hérite de situations... Effectivement, il y a déjà un petit chemin qui a été parcouru. Malheureusement, c'est difficile de revenir sur certaines choses. Maintenant, les entreprises, on est persuadés qu'elles ont quand même un rôle à jouer parce qu'elles ont encore une possibilité de changer la donne. Donc aujourd'hui, je pense que la thématique du genre, en général dans les entreprises, et la thématique de l'égalité femmes-hommes dans la tech doit être prise encore plus au sérieux par les entreprises, parce qu'il y a des actions qu'on peut mettre en place pour changer les comportements. Parce qu'il y a encore des comportements très sexistes en fait dans les entreprises, dans les services informatiques.
Et souvent, ça part pas d'une mauvaise intention, c'est vraiment c'est ce qu'on appelle le sexisme bienveillant, c'est une petite blague comme ça. Voilà, donc voilà, les personnes voilà, ne réalisent pas en fait quels sont ces biais, ce qu'on appelle ces biais inconscients. Donc ça, il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Bon, il y a aussi beaucoup de travail pour encourager les jeunes filles à l'âge du lycée de choisir ses carrières. Nous, ce que l'on voit, c'est que les filles à l'adolescence sont très intéressées par ces sujets, ces matières. Quand on fait des ateliers, on voit qu'elles apprécient, qu'elles sont aussi fortes que les garçons. Bon, ça, la science a bien montré qu'il n'y a aucune différence entre les filles et les garçons pour réussir en sciences, en maths, etc. Ça, c'est très clair. Il n'y a plus de sujet. Non, ça c'est... Mais... Bon, c'est vrai qu'on entend encore les filles sont moins bonnes en maths ou à études d'ingénieur, c'est pour les garçons. Ça, c'est quand même dit dans les familles, parce que les parents qui ont un rôle important à jouer dans l'orientation des filles imaginent plus leurs garçons devenir ingénieur informatique ou fondateur de start-up que leurs filles. Et même dans les familles les plus éduquées, c'est un biais qui est assez courant. Donc, je reviens à mes filles qui sont bonnes en sciences, parce que ça aide quand même pour faire des études d'ingénieur informatique. Souvent, elles choisissent pas l'informatique, elles choisissent médecine. Ça, c'est assez clair sur les parcours. Quand on suit les étudiantes ou les lycéennes sur le long terme, on voit que les très bonnes élèves choisissent plutôt les sciences naturelles, parce que tout ce qui est autour du care ou du soin, c'est plutôt des rôles qui sont assignés à des femmes. Regardez les promotions de médecine à Luxembourg. C'est des filières qui même en France, j'ai entendu ça assez récemment. Il y a quand même, j'ai vu une photo, c'était quand même très très flagrant la surreprésentation de femmes. Bon, on a aussi besoin de médecins, d'infirmières, mais ça c'est encore une autre question. Sensibiliser les jeunes filles, les parents, les familles, parce que c'est quand même une influence très très importante. Et on a aussi fait, et on continue à faire du travail avec les professeurs, parce que finalement, les professeurs peuvent passer des messages aux jeunes concernant leur orientation. Malheureusement, souvent on vient me dire, un professeur a dit à ma fille que elle était nulle en maths, on n'aurait pas dit ça comme ça aux garçons, etc. Donc il faut aussi travailler avec les professeurs, ça c'est important. Et on en a pris conscience et on a plusieurs projets dans ce domaine. Ah, que du bon ça. Mais ne soyons pas si défaitistes, il existe quand même quelques figures de proue dans le domaine de la tech, avec par exemple Gwen Shotwell qui est directrice générale de SpaceX, et elle occupe ce poste quand même depuis 2008. Alors tu en connais peut-être d'autres qui ont ce statut, mais c'est quand même une bonne chose de voir des femmes quand même présentes depuis X temps. SpaceX, bravo. Bien vu Camille. Oui, alors je dois vous avouer que je ne connaissais pas cette dame, donc j'ai regardé qui elle est. Peut-être parce que je m'intéresse un peu moins au secteur spatial, mais je devrais. Alors, en fait, quand on a commencé, il y avait deux noms qui revenaient souvent, c'était Marissa Mayer de Yahoo et Sheryl Sandberg qui venait juste d'être nommée COO de Facebook. Ça s'appelle plus comme ça maintenant. Et c'était vraiment deux grands noms dans la tech, dans la Silicon Valley, et on parlait beaucoup d'elles, ce qui est très bien, mais en fait, on peinait à trouver d'autres noms, d'autres role models, comme on dit en anglais. Alors, malheureusement, ces deux personnes ne travaillent plus dans ces sociétés, elles ne travaillent plus dans la tech. Donc, je dois dire qu'aujourd'hui, on a vraiment des noms de personnes qui sont vraiment des leaders dans les nouvelles technologies, on en a assez peu. Si vous regardez côté fondateur de start-up et fondatrice, il y a quelques noms qui ressortent, mais pas énormément. Donc je dois malheureusement constater que les femmes sont quand même en minorité dans ce secteur et que sur les postes de leadership, en tout cas au niveau COO ou CEO, il y a encore du travail à faire et les choses n'ont pas tant progressé que ça sur les 10 dernières années. Ce que tu viens de dire, Marina, m'interpelle d'autant plus que quand j'ai préparé avec Camille cette interview, dans mes recherches, je suis arrivée sur un site qui s'appelle Les Numériques et dans lequel j'ai appris que, on parle de la France, mais c'est quand même représentatif, je pense, au niveau mondial. Elle a battu des records de levée de fonds en 2021 et peu de femmes ont touché le pactole. Les startups qui sont dirigées uniquement par des hommes ont capté 88% des fonds levés et aucune jeune pousse pilotée uniquement par des femmes n'a réussi à lever plus de 50 millions d'euros.
ton commentaire et peut-être un focus sur Luxembourg. Alors déjà, lever des fonds, c'est pas tout à fait toucher le pactole, parce que c'est parce qu'on a levé des fonds, même plusieurs millions, que tout est fait, loin de là. Non, je connais ces chiffres, il y a de nombreuses études, c'est toujours difficile de quantifier, mais on dit souvent que seulement 2 à 5% des fonds levés, donc c'est-à-dire des fonds donnés par des investisseurs professionnels, ce qu'on appelle des venture capitalistes, vont à des équipes avec des femmes, donc c'est très très faible. Effectivement, ça c'est assez récurrent et ce sont des chiffres qui reflètent la situation en France et la situation mondiale. Au Luxembourg, je suis tout ça de très près forcément. Ça bouge, côté entrepreneuriat féminin, tech. Néanmoins, mon constat, c'est que je vois une femme par an qui fait une levée de fonds au Luxembourg. Et j'en vois quand même, je vois beaucoup de levées de fonds au masculin. Et souvent, elles lèvent encore moins d'argent. Ça, c'est un petit peu préoccupant. Donc, il y a vraiment un travail énorme à faire sur cet aspect du financement. Ça s'explique par le fait que les femmes vont sur des projets qui demandent moins de capital, peut-être. Par exemple, des projets dans l'e-commerce ou des projets de plateforme. Donc, elles vont chercher moins de fonds. Et ça, c'est un problème parce que parfois, elles peuvent être pas suffisamment capitalisées pour réussir leur projet. Les femmes, on le sait, ont une aversion pour le risque. Donc, elles iront moins vers ce type d'entreprise. Après, on sait aussi qu'il y a des biais très importants chez les investisseurs et quand ils voient arriver une femme, ils ont tellement peu l'habitude de voir des femmes venir lever des fonds. Du coup, ils ont une réaction qui est particulière et il y a beaucoup de campagnes de communication qui ont été menées. En France, il y a le collectif Sista qui a fait un super boulot avec des super campagnes ces derniers mois. Bon, par contre, là, on voit aussi des fonds qui se créent et qui sont vraiment dédiés à l'investissement sur les projets et les entreprises qui sont créées par des femmes. Et de plus en plus, quand même, ça devient un critère, parce qu'on sait que les entreprises qui ont une femme dans l'équipe fondatrice ont de meilleurs résultats et une meilleure performance financière. Youhou Le cri du cœur. Alors Marina, maintenant si je te dis, on va faire un petit jeu de devinette, si je te dis Ada Lovelace, Eddie Lamar, ENIAC 6 ou alors encore Margaret Hamilton, qu'est-ce que tu peux me répondre? Je les connais. C'est déjà une bonne chose. Ce sont des beaux exemples de femmes dans l'histoire des sciences et des technologies que l'on aime mettre en avant dans nos projets, qui sont très chouettes à montrer aux plus jeunes et aussi aux adultes sur nos différents événements. Ce que je te disais, Marina, tout à l'heure en antenne, c'est que j'ai été vraiment étonnée de me rendre compte que là, on ne parle pas de gens qui avaient des postes subalternes ou des choses à côté pour faire beau et enrober la tech dans un petit papier cadeau. On parle de gens qui sont vraiment fondateurs de la tech, de process, d'intelligence, puisqu'il y en a une qui a lancé les prémices du Wi-Fi, l'autre qui a lancé un premier programme informatique, l'ENIAC 6 qui est le premier ordinateur entièrement électronique qui a été réalisé grâce à 6 mathématiciennes. Enfin, c'est pas n'importe quoi, c'est quand même l'essence même de ce qui devient aujourd'hui la tech, dont les bases ont été posées par des femmes. Aujourd'hui, on a un peu l'impression, enfin en tout cas, alors c'est peut-être moi qui vis dans un monde bizarre, mais pour moi c'était évident depuis longtemps que la tech c'était un monde d'hommes, mais finalement non, c'est au fur et à mesure que que ça a pris de l'ampleur et que l'histoire a montré que c'était intéressant, que les hommes ont mis le nez dedans et puis de plus en plus, et puis nous on a fait un peu marche arrière. Alors tu disais à juste titre que c'est valable dans d'autres domaines, mais quand même c'est intéressant d'observer ce phénomène qui a lieu vraiment depuis les années 90, donc c'est très récent de recul. Et là, on se dit, ah non, il faut basculer dans l'autre sens. Aide-nous. Oui.
Alors déjà, les femmes ont eu très tardivement accès à l'éducation, aux études et au marché du travail. Ça date des années 60 et avant, les femmes qui pouvaient travailler, faire des études, il n'y en avait vraiment que quelques-unes. En fait, tous ces noms ils sont intéressants parce qu'on sait que ces femmes ont vraiment contribué dans les projets et elles ont été invisibilisées par l'histoire. Donc c'est-à-dire qu'on sait qu'elles ont travaillé, mais dans l'ombre, et qu'elles étaient elles étaient dans un rôle de support ou d'assistante. Et il y a des recherches qui ont été réalisées, des brevets qui ont été déposés par des hommes, alors que le travail a été fait par d'autres personnes, des femmes en l'occurrence. Donc malheureusement, ça c'est l'histoire, et il y a d'autres secteurs où bien sûr, en médecine. Et j'ai envie de dire, comme les femmes étaient très peu présentes parce qu'on ne leur donnait pas la chance de l'être, c'est bien qu'aujourd'hui on ait quand même des noms à mettre en avant et qu'on puisse donner la reconnaissance à ces femmes parce qu'elles ont largement contribué à des travaux qui sont toujours importants. Sur lesquels on se base toujours et qui sont d'actualité. Alors toujours sur ce site des numériques, j'avais découvert aussi à ma grande surprise que près d'un gamer sur 2 est une femme. Moi j'imaginais que, parce que ça ne m'intéresse absolument pas, que c'était réservé aux hommes, peut-être c'est pour ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est le cas pour le gamer, mais la parité elle est vraiment loin d'être au rendez-vous dans les entreprises du jeu vidéo. Alors bon, c'est un secteur un peu particulier, mais c'est intéressant parce que dans le baromètre annuel du syndicat national du jeu vidéo, en France on parle, il y a seulement 22% de femmes qui sont dans ces secteurs-là, et dans les 22%, la grande majorité ont, c'est ce que je disais tout à l'heure, comme rôle d'impacter, donc d'être dans des postes liés à la communication, au marketing, à croire qu'on ne serait pas nous-mêmes créatifs, ce qui ferait un peu bondir Nadège Ravou, notre invitée de l'épisode 21. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Mais alors, le secteur des jeux vidéo, on a pas mal travaillé dessus, donc je connais assez bien ces problèmes, parce que beaucoup de femmes qui sont dans l'informatique sont aussi des gameuses et elles nous racontent leur expérience et c'est franchement pas terrible d'entendre tout ça. Donc, le gaming, aujourd'hui, on sait qu'effectivement la moitié des femmes sont des gameuses, mais c'est pas les mêmes jeux. Donc en fait sur mobile, il y a beaucoup de femmes qui utilisent, mais il y a des jeux, par exemple si c'est des jeux de combat ou des choses comme ça, la tendance s'inverse, il y a beaucoup plus d'hommes qui jouent. Après, forcément, dans la structure des effectifs des entreprises de jeux vidéo, comme ça fait appel à beaucoup de développeurs, toujours le même problème, s'il n'y a pas de pipeline, les entreprises recrutent les personnes qui se présentent et c'est souvent que des hommes. Et nous, on a aussi travaillé sur un autre phénomène, c'est le gaming au niveau professionnel. Donc, les personnes en fait, qui arrivent à gagner de l'argent, parfois beaucoup, en jouant professionnellement aux jeux vidéo. Et là, en fait, les femmes sont totalement absentes de ce métier, parce que c'est devenu un métier comme un autre. Alors, il y a plusieurs raisons. Et c'est aussi lié aux jeux en ligne. Par exemple, les personnes que je connais, mes collègues qui jouent en ligne, elles se font harceler réellement, elles se font insulter. Si elles arrivent quelque part et on se rend compte qu'elles ce sont des filles ou des femmes parce que leur voix les trahit, du coup les autres joueurs quittent le jeu, etc. Donc en fait elles ont très peu d'opportunités de se confronter à des joueurs qui sont très bons parce qu'ils jouent tout le temps, ils ont eux-mêmes la possibilité d'être dans un cadre très compétitif. Donc en fait on laisse les filles de côté et c'est pour ça qu'aujourd'hui les gamers qui remportent des centaines de millions de prix sont des hommes, et on pourrait dire ah bah oui mais les femmes sont pas bonnes, oui mais en fait elles ont moins l'occasion de s'entraîner. Donc, c'est fou ça. C'est fou, j'ignorais complètement. Le dessous des jeux vidéo. Dans le gaming, le gaming c'est très sexiste et en ligne ça fait partie du problème. Les femmes sont très harcelées en ligne, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les jeux vidéo, sur les forums. C'est vraiment elles les principales victimes de ce harcèlement en ligne. Oui, mais en fait, on retrouve en ligne ce qu'on trouve dans la vraie vie. Fois 1000, parce que les gens pensent être anonymes, se permettre des choses qu'ils ne se permettraient pas en vrai. C'est ce qui se retrouve aussi dans les réseaux sociaux. On est anonyme avec. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Marina.
Alors si on continue justement en parlant des jeux vidéo, on est obligé de constater qu'entre les personnages féminins et masculins, clairement, on n'a pas les mêmes représentations. Souvent, on représente les femmes de manière assez caricaturale, assez sexualisée, et ce qui n'est vraiment pas le cas des hommes, donc c'est clair. Ce sont des beaux hommes. Des beaux hommes bien musclés. Oui, on a rarement des gros pépères. Dans le gaming, non? Oui, il y a Mario et Luigi quand même. Oui, c'est vrai. C'est un peu pépère. C'est vrai, je les avais oubliés. Et alors du coup, selon Morgane Falaise, qui est présidente de l'association Women in Games en France, toujours, on changera nos sources la prochaine fois. Non, il y a assez peu à Luxembourg. Oui, bien sûr. Il y a des personnes qui sont actives dans les jeux vidéo et qui voudraient faire des choses avec nous, donc on est en train d'y réfléchir. Donc ça, c'est plutôt positif. Il y a vraiment une prise de conscience des... Et de confiance aussi, c'était un beau lapsus. D'hommes qui sont actifs dans le secteur. D'accord. Donc selon la présidente de Women in Games, elle dit donc, je cite, « Si on avait des équipes plus mixtes, on aurait des représentations beaucoup plus égalitaires. » Donc pour toi, c'est un cliché ou une vérité, mais je pense que de ce que tu as dit tout à l'heure, on a tout de suite ta réponse. Je pense que ceux qui ont créé les personnages de jeux vidéo que l'on connaît sont des hommes, donc forcément ils vont créer des personnages à leur image, et donc principalement des personnages hommes, dans le rôle du héros ou du méchant. Et pour les filles, soit vous êtes Lara Croft, ou soit vous êtes une princesse qui attend à être sauvée. Donc il n'y a pas d'intermédiaire. Bon, après, ça change un petit peu parce qu'il y a quand même une prise de conscience des sociétés de jeux vidéo qu'en ayant une telle approche, ils perdent une clientèle potentielle. Donc aujourd'hui, ils doivent proposer des choses qui puissent parler aux femmes. Bien sûr, c'est dur de s'identifier. Donc il y a aussi un côté commercial derrière tout ça. C'est pour ça que le féminisme devient de plus en plus une opportunité de marché, pour le meilleur ou pour le pire. C'est triste. Bon, alors, une fois qu'on a posé maintenant toutes ces données derrière le micro, qu'est-ce que toi tu pourrais suggérer à ceux et celles qui nous écoutent pour aller dans le sens d'une plus grande sensibilisation? Tu as déjà donné quelques pistes, mais je dirais peut-être une prise de conscience ou une mise en mouvement, ouvrir des portes, se lancer dans la tech de façon, je dirais, alors peut-être plus sécurisée quand tu parlais de harcèlement, ou est-ce que toi tu aurais une idée de ce que quelqu'un peut faire pour impulser un mouvement de là où il est, évidemment? Ouais. Je pense que tout le monde peut être un agent de changement. Bon, déjà dans les entreprises, qu'elles soient tech ou pas tech, mon message c'est oui, on en parle aujourd'hui d'égalité femmes-hommes en entreprise, mais c'est quand même loin d'être la réalité. Même si au Luxembourg on a des beaux chiffres sur l'écart salarial qui est très faible par rapport à la moyenne européenne, etc. Mais quand on parle aux femmes, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Je prends un exemple assez représentatif, c'est le nombre de femmes à temps partiel dans les entreprises au Luxembourg. Il y a une majorité de femmes qui sont à temps partiel, qui sont les hommes à temps partiel. Ce sont des fantômes à gauche. Il y en a très peu. Bon, là, on voit une amélioration significative. Ici, c'est le congé parental. Depuis que le congé parental a été réformé, pour un homme, prendre son congé, c'est normal. C'est accepté. Oui, c'est vrai que c'est récent. Il y a quelques années, on prenait son congé parental, on était un extraterrestre et on était plus mal vu et remis un petit peu. C'est normalisé. Comme quoi, des politiques publiques fortes peuvent quand même encourager un changement. Aussi, je pense qu'il est important de comprendre que les questions d'égalité femmes-hommes ne sont pas seulement des questions qui concernent les femmes, et encore moins des questions qui sont individuelles. Parce que souvent, quand on fait des débats ou des panels en entreprise sur ces questions, ce qui revient toujours, c'est la question de la garde des enfants. Et certes, c'est central et c'est très important, et pour n'importe qui, n'importe quel parent qui travaille, c'est un challenge de jongler avec tout ça. De plus en plus de pères jouent un rôle, sont très présents, etc. Ça, on ne peut absolument pas le nier. Mais il faut aller au-delà de la question de la garde des enfants. Et il faut aussi savoir que ce n'est pas un problème individuel. Ah, cette femme ne sait pas s'organiser avec sa famille, alors du coup, elle ne peut pas progresser dans sa carrière. Non, ce sont des enjeux sociétaux, c'est des questions d'organisation dans les entreprises, et c'est systémique en fait. Oui. Et ça, je pense qu'on n'a pas encore assez conscience dans les entreprises et dans la société. Sur le côté tech,
voilà, qui est plutôt notre sujet aujourd'hui. Déjà, je dirais, voilà, si vous avez des filles, des nièces, des petites voisines qui s'intéressent aux nouvelles technologies, surtout, il faut les encourager à avoir des opportunités, des occasions de pratiquer, d'essayer des choses et vraiment faire attention à son langage parce que c'est tellement facile de dire « Ah non, mais ça c'est pour les filles, ça c'est pour les garçons ». Parfois, même moi, je me reprends à dire certaines choses, c'est très embêtée. Donc voilà. Et ça, il faut quand même veiller que dans l'environnement proche, les jeunes filles ne reçoivent pas ce genre de message parce que ça peut avoir un impact assez fort. Et de l'autre côté, il faut aussi éduquer les garçons parce que c'est important que les garçons prennent conscience de leur rôle et encore, c'est pas qu'un problème de filles ou de femmes, il faut l'implication des hommes dans les entreprises et des garçons dès le plus jeune âge. Merci Marina, et encore du pain sur la planche. On sent que White a de grands jours et de beaux jours devant lui, elle, selon qu'on dise, la société, nous. Et merci beaucoup pour ces éclairages passionnants. En tout cas, on peut vous retrouver, vous organiser aussi des ateliers, comme tu le disais. Votre site sera sur la page du podcast. Merci beaucoup Marina, c'était une grande joie de t'accueillir. Plaisir partagé. Merci et à bientôt. À bientôt.